Le procès Vital Kamerhe, c'est une première d'abord dans notre pays. Nous devons le souligner, voir un haut responsable de la République être poursuivi pour détournement, pour corruption, ainsi de suite. C'est un cas d'école aujourd'hui. Et c'est une leçon qu'on donne aux politiciens de notre pays, aux mandataires, ceux qui gèrent les entreprises, à toutes ces personnes qui auront à travailler avec le bien du pays, qu'ils auront des comptes à rendre. Et s'ils plongent leurs mains dans l'argent du pays, s'ils détournent ce qui appartient au pays, en tout cas, ils seront poursuivis. Dans ce procès, j'ai retenu deux choses. D'abord, la première chose, je vois si c'est réellement une nouvelle dynamique qui se crée. Nous voulons que ça se pérennise. Et deuxièmement, si certains croient que c'est de l'acharnement, on veut régler de compte à M. Kamerhe, on veut l'écarter de la course en 2023, je crois que le temps pourra répondre à cette hypothèse-là. Nous verrons avec le temps si d'autres aussi rejoignent M. Kamerhe en prison, parce que les détourneurs, ce n'est pas seulement M. Kamerhe. Dans le FCC, il y a beaucoup de détourneurs, il y a beaucoup qui ont touché, qui ont détourné l'argent de la République. Si on met aussi la main sur ces gens-là, nous pourrons dire que c'est une nouvelle dynamique qui se crée dans notre pays. Maintenant, notre justice fait réellement un travail que nous louons, que nous apprécions. Donc, M. Kamerhe ne doit pas être seulement la seule personne qu'on mette en prison, qu'on puisse aussi faire un pas en arrière, voir aussi tous ces détourneurs qui se cachent dans nos assemblées, revêtus d'immunité, mais qui sont trempés jusqu'au cou dans le détournement. Bon, ça fait couler beaucoup d'encre, ces trois propositions de loi. Ces trois propositions de loi ont été jugées recevables et déposées à la commission PAJ. Donc, ça sera discuté, alors que la Chambre basse va bientôt aller en congé. Et moi, j'appellerai nos députés à ne pas voter des lois qui puissent bloquer le système judiciaire congolais. Vous savez que notre système judiciaire est en train de renaître, qu'on ne puisse pas voter des lois qui vont phagocyter son fonctionnement, qui vont bloquer le système judiciaire, parce que le pouvoir judiciaire est un pouvoir indépendant, qu'on ne cherche pas à dépouiller le pouvoir judiciaire au profit du pouvoir exécutif. Donc j'en appelle à la lucidité de nos députés qui ne commettent pas une erreur monumentale en votant des lois qui seront nuisibles pour notre système judiciaire. Monsieur Ronsard a été le secrétaire exécutif qu'on veut maintenant placer à la tête de cette institution. Et vous êtes sans ignorer que la CENI nous a produit des élections chaotiques. Et ces élections ont causé des frustrations dans la classe politique et même dans la population, qui a été déçue de voir qu'on a placé des personnes qui n'étaient pas du tout leur choix. Donc, des réformes s'imposent dans cette structure. C'est le préalable d'abord à remplir, qu'on puisse réformer cette structure et que les confessions religieuses se mettent ensemble pour placer un de leurs, c'est-à-dire quelqu'un de la société civile, parce que M. Ronsard ne fait pas l'unanimité. Alors ça ne sert à rien déjà d'aller avec cette base-là, où vous avez une personne qui n'est pas du tout acceptée par certaines confessions religieuses. Je demandais qu'on mette un frein. Question que les confessions religieuses se mettent ensemble pour trouver une personne crédible qui pourra chapeauter cette institution, parce qu'elle est une institution très importante qui décide de la destinée de tout un pays. Donc on ne doit pas blaguer quant à ce. Certaines langues parlent de Monseigneur Mosengo, et Monseigneur Mosengo n'est pas moindre. Monseigneur Mosengo est connu pour sa crédibilité, est connu pour sa constance. Il n'est pas aussi mauvais, mais que les confessions religieuses se mettent d'accord, qu'elles ne soient pas partagées
pour la nomination d'un animateur de la CENI. Ça serait déjà mal partir. Donc, qu'elles mettent de l'eau dans leur vin et trouvent une personne qui fera l'unanimité. À l'époque, quand j'étais toute petite, on parlait de l'émancipation de la femme. Aujourd'hui, on parle plus de l'approche genre, parité homme-femme. L'émancipation n'est pas un mythe, c'est aujourd'hui une réalité. Nous voyons les femmes occuper des postes de décision. Et je suis heureuse de voir les femmes travailler dans le Sénat, dans la chambre haute, dans la chambre basse aussi, elles sont là. Et je les vois intervenir et moi, ça me fait de la joie. Je me dis qu'aujourd'hui, la femme a compris son rôle dans la société, dans la gestion de la res publica. Elle a une responsabilité à remplir. Donc ce n'est pas une mythe, c'est une réalité. Une génération féminine, j'y crois, mais on ne peut pas laisser la femme seule. Elle a besoin d'être accompagnée par l'homme pour que cette réussite soit totale. On ne peut pas laisser une femme gérer les choses seule. Bien qu'en elle-même, elle a la capacité, la compétence, mais cette approche genre veut que nous puissions aller ensemble avec les mêmes droits, les mêmes obligations. Bon, vous savez, nous sommes en plein 21e siècle, que moi j'ai toujours considéré comme le siècle de la femme. Aujourd'hui, quand vous parcourez le monde entier, vous sentez qu'aujourd'hui, la femme prend de plus en plus sa destinée en main. Et particulièrement dans notre pays, je suis en train de saluer l'effort des femmes qui sont en train de se battre pour se faire une place sur la scène politique, à occuper des postes de décision, à occuper le portefeuille de l'État, à occuper la diplomatie. Et ce sont des gestes louables dans le chef de la femme. Marginalisée, je peux dire non. Aujourd'hui, de plus en plus, la femme comprend qu'elle a une place de choix dans la société, que le développement de notre pays, le développement de l'Afrique, le développement de l'humanité passe par la femme. Et comme cette dernière comprend aujourd'hui son rôle, qu'elle a un rôle important à jouer, qu'elle est un vecteur de développement, elle est en train de s'y mettre et nous voyons les résultats, tant bien que mal. D'abord, la musique, c'est ce son qui est agréable à l'oreille. Et toutes ces personnes, ces artistes qui se donnent corps et âme pour produire ces sons, que ce soit dans la musique profane, que ce soit dans la musique chrétienne, ce sont des gens à féliciter, ce sont des gens à entretenir. Et hier, c'était la fête de la musique. Je profite de votre tribune, de votre chaîne de télévision pour souhaiter une bonne et heureuse fête à tous les musiciens de la République démocratique du Congo en particulier et de l'humanité en général. Mais ce qui m'a toujours tiqué, nous voyons nos musiciens travailler, faire des bonnes compositions, mais quand il arrive à tomber malade, c'est ce qui est désolant. Qu'on annonce un musicien malade, il n'a pas de quoi se soigner. C'est maintenant une certaine collecte générale où on voit quelqu'un qui vient l'assister. C'est quand même désolant. Voilà pourquoi j'en appelle à notre gouvernement et au ministère de la Culture de voir ce qu'on peut faire pour que nos musiciens vivent honorablement, bénéficient de leurs œuvres en termes de droits. Une chanson, en tout cas, je vais simplement fredonner. Je crois que la voix ne sera pas du tout très bonne. Hein? Bon, si je dois prendre une musicienne. Bakoyo Kasango, Bakoyo Kasango, Bakoyo Kalokito. Merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour l'invitation. Merci aux responsables de votre chaîne, Safety Télévision. Et je ne peux que vous souhaiter longue vie et de continuer à accomplir votre mission de manière idoine.